bonjour à vous, chers clients, chère agence de voyage, parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous avoir tous deux avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à cette session qui fait partie en fait d'une série de présentations qui va continuer à s'échelonner jusqu'au 31 mars. Ça nous permet ici d'accueillir nos partenaires locaux qui viennent vous parler de leur pays, ou dans ce cas-ci, on va dire le pays d'adoption, et qui viennent définitivement vous faire voyager parce qu'ils vous attendent aussi. Hein? Ils viennent vous faire voyager dans votre tête, parce que là, c'est le temps de réserver ces vacances de l'année 2022, et nos partenaires vous attendent. Donc, je suis Lina Côté, directrice des ventes pour Travel Brand Exotic Tour. Je cède la parole à la directrice d'Exotic Tour, Christine Gariepi. Bonjour, merci Lina. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc, avec moi, j'ai Marie-Ève Derouin, qui est notre chef des produits Europe. À toi, Marie-Ève. Bonjour à tous, bienvenue encore. Moi, j'ai vu une petite partie de l'Islande et juste d'arriver par avion, de survoler les vallées, les montagnes, les volcans, la mer, les geysers, on se sent dépaysé par cette nature complètement grandiose, pure, à la limite, je dirais, du fantastique. Je suis heureuse de présenter Mathieu Saillant, qui est aux ventes et développement produits chez Terra Nova Islande. Donc, il connaît quand même assez bien le pays pour y habiter depuis longtemps. Puis, je vais maintenant le laisser parler de sa destination puis vous transmettre, bien entendu, sa passion. À toi, Mathieu. Merci Marie-Ève, bonjour à tous. Mathieu, j'habite ici en Islande depuis bientôt 25 ans. C'est mon pays d'adoption, comme le soulignait Marie-Ève. Je suis français d'origine. J'ai aussi quelques attaches avec le Québec où j'ai vécu pendant quelques années entre 2003 et 2009, ayant fait mes études notamment à l'UQAM à Montréal. Mais donc aujourd'hui, bel et bien implanté ici dans ce pays avec ma famille. Et donc je vais essayer de vous en parler pas dans le détail, puisque en une vingtaine de minutes, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais au moins de vous donner le goût et l'envie d'en savoir peut-être un peu plus sur cette destination et pourquoi pas de venir la visiter un jour. Donc l'Islande, l'un des clichés, ou en tout cas l'une des appellations qui revient assez souvent, on dit que c'est une terre de glace et de feu. De glace parce que c'est un pays qui est situé bien au nord de l'hémisphère nord, et donc pays où la neige est présente, et aussi les glaciers, mais aussi une terre de feu puisque l'Islande est une terre volcanique. Donc voici la situation géographique de l'île. Voyons, on est environ à 300 km des côtes du Groenland. On est au nord du Royaume-Uni, au milieu de l'Atlantique Nord. Et donc, je vais commencer par une très courte leçon de géologie, parce que la géologie explique beaucoup de choses que l'on observe en Islande, notamment les paysages. Donc, comme vous le savez tous sûrement, la Terre est une masse de roches en fusion, bouillonnante et très animée, sur la surface de laquelle il y a une très fine couche durcie qu'on appelle la croûte terrestre. Et cette croûte terrestre est en mouvement perpétuel, ce qu'on appelle donc la tectonique des plaques, donc les continents bougeant les uns par rapport aux autres du fait de ces mouvements et de ces courants très profonds qu'il y a à l'intérieur de la Terre, de ces roches en fusion. Et l'Islande se situe justement à la frontière de ces plaques tectoniques, entre d'un côté la plaque nord-américaine et de l'autre la plaque eurasienne. Et elle se situe aujourd'hui donc au milieu de l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord a commencé à s'ouvrir il y a environ 65 millions d'années. À l'époque, 65 millions d'années, ce qui est aujourd'hui la côte ouest de la Norvège et la côte est du Groenland ne faisaient qu'une. Il n'y avait pas d'océan à cet endroit-là. Et c'est seulement à ce moment-là que les plaques se sont séparées ici et que l'Atlantique Nord a commencé à apparaître. Et l'Islande est apparue encore plus tard, il y a environ 20 millions d'années, 20 à 15 millions d'années, à un moment donné où sous l'Islande et sous cette frontière des plaques tectoniques, c'est aussi trouvé ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma très importante qui s'est donc combinée à cette zone de fracture et d'écartement des plaques tectoniques.
Donc 20 millions d'années, ce n'est pas grand-chose, c'est même rien du tout. L'Islande était vraiment un tout petit bébé à l'échelle géologique. Si la Terre avait 1 an, si la Terre était née le 1er janvier, l'Islande aurait commencé à apparaître le 30 décembre. Donc, à l'échelle géologique, on est vraiment une Terre très, très jeune. Et donc, pour en terminer un peu avec cette très courte leçon de géologie, on voit ici donc cette carte de l'Islande très colorée. Et c'est cette partie intérieure de l'île où vous voyez beaucoup de rose et de violet ici, où se situe cette zone de fracture et d'écartement des plaques tectoniques, et donc où se situe aujourd'hui l'activité volcanique principale qu'il y a en Islande. Et ces couleurs roses et violettes que vous voyez, c'est des laves qui sont relativement récentes, qui datent d'il y a 10 000 ans ou moins. Alors que plus on s'éloigne de cette zone centrale de volcanisme actif, et plus on a des roches plus anciennes qui datent, donc pour les plus anciennes, d'environ 15 millions d'années. Donc, si on voit ici une carte, une image satellite de l'Islande, on retrouve cette zone centrale de l'Islande où tout est un peu plus noir qu'ailleurs. Et ce noir, on le doit justement à ces laves, à ces roches volcaniques très jeunes que la végétation n'a pas eu l'occasion de recouvrir, dans des zones parfois aussi où l'altitude assez importante, plus de 500 mètres, où les climats est très très rude et où la végétation du coup a du mal à s'implanter. On voit ici sur cette carte du blanc. Donc le blanc, c'est principalement les glaciers, notamment ces grosses masses que vous voyez au centre et dans la partie sud de l'île. Donc ces glaciers que l'on doit à la présence de précipitations sous forme de neige très importante sur les montagnes, neige qui s'accumule et avec le temps forme des glaciers. Et donc, comme partout ailleurs en Islande, les glaciers reculent, mais ils sont encore bien présents et couvrent à peu près 10% du territoire islandais. Ici, une carte donc géographique plus traditionnelle. On retrouve ces glaciers. On retrouve aussi ces parties brunes qui sont les parties d'altitude, les hauts plateaux d'Islande. Et vous constaterez que sur ces hauts plateaux, il n'y a quasiment aucune route. Il n'y a en fait que quelques pistes de montagne accessibles exclusivement en été, mais qui sont fermées à la circulation en hiver. Et donc, vous voyez que les routes principales et les villes et les villages sont concentrés tout autour de l'île, sur les zones côtières, loin des zones volcaniques actives et aussi loin des zones d'altitude où le climat est très rude, notamment en hiver. Donc, quelques chiffres pour un peu situer l'Islande par rapport à d'autres pays que vous connaissez peut-être un peu mieux. Donc, on a une altitude moyenne de 557 mètres. Ça peut paraître pas beaucoup, mais si on compare à d'autres pays, on voit que c'est comparable à l'Italie ou à la Colombie, qui sont quand même des pays relativement montagneux. J'ai mis également le Canada toujours en référence, comme c'est une géographie, la géographie d'un pays que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. C'est un grand petit pays en termes de littoral, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est petit, effectivement, ce n'est pas une grande surface. Par contre, le littoral est extrêmement découpé avec beaucoup de fjords et des baies, et donc des criques, et donc un littoral très très long, très, très, très prolongé. On peut le comparer à des grands pays comme l'Argentine et l'Espagne. Évidemment, on est très loin du littoral canadien qui est parmi les plus importants de la planète. En termes de superficie, petit pays, encore une fois, 103 000 km², on peut le comparer à la Corée du Sud, au Guatemala, qui sont donc des petits pays. En termes de population, l'Islande est vraiment microscopique, 376 000 habitants. C'est comparable au Vanuatu ou aux Maldives, donc vraiment un tout petit pays en termes de population. Et donc, on a une densité quand même très, très faible, comparable à celle de la Namibie et même du Canada. Donc, on peut dire de l'Islande que c'est un grand petit pays dans ce sens où ça peut prendre du temps d'en faire le tour du fait de ce long littoral. 103 000 km², ça reste quand même une superficie non négligeable, mais c'est un pays où il n'y a pas grand monde. Donc, on a bien souvent l'impression d'être seul au monde, dans certaines régions en tout cas, vu que la population est quand même concentrée principalement dans Reykjavik, sa capitale, et ses environs, à savoir 2/3 de la population qui est concentrée dans Reykjavik et sa capitale. Pardon.
Donc, les paysages d'Islande, donc la mer est évidemment omniprésente. On a parlé de ces littoraux, des côtes très sauvages, très peu développées. Vous n'allez pas aller voir des bars d'hôtel le long de la Riviera islandaise, ça on n'a pas. On a des grandes plages, des falaises, des fjords. Et donc des zones très très belles et avec des ambiances marines absolument magnifiques et très diversifiées. Et côté montagne, eh bien, on a ces volcans qui donnent un paysage très particulier à l'Islande avec des massifs colorés, comme vous pouvez le voir en bas à droite sur cette diapositive. Donc des roches très colorées qui sont des roches volcaniques, des fois colorées également en rouge, comme vous pouvez voir la photo d'à côté, avec l'oxydation des fers qui sont présents dans ces roches volcaniques. Le noir est aussi souvent présent, comme on l'a vu sur la photo satellite de tout à l'heure, le noir étant ces roches volcaniques basaltiques qui sont très peu colorées, avec des contrastes étonnants des fois avec les mousses qui recouvrent les sommets dans l'intérieur des terres. Et côté montagne, on a également ces glaciers dont j'ai parlé, qui couvrent à peu près 10% du territoire islandais, donc sous la forme de calottes glaciaires, mais aussi de langues glaciaires qui descendent en direction de la mer. La végétation, comme vous pouvez le voir sur ces photos, est quand même assez limitée. On a très peu de forêts en Islande, environ 1% du territoire est recouvert de forêts. On parle de forêts d'arbustes principalement, de bouleaux nains et de bouleaux tortueux, donc des espèces d'arbres très petites. Et à la blague, on dit souvent en Islande que si vous êtes perdu en forêt, il suffit de vous lever. Donc ça permet comme ça de voir au-dessus de la ligne des arbres quand on est perdu. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand l'Islande a été colonisée au Xe siècle par les Vikings venus principalement de Norvège, Suède et d'Écosse, il y avait plus de végétation sur l'île. L'île était recouverte de végétation à peu près à 75%. La forêt représentait à peu près 25% du territoire. Les hommes sont arrivés avec du bétail, des moutons notamment, et ont coupé les forêts pour bâtir leurs maisons et construire leurs bateaux. Et du coup, la végétation s'est raréfiée. Et aujourd'hui, la végétation ne recouvre qu'un quart du territoire et les forêts, comme je disais, juste à 1%. Alors, en Islande, on a une terre très jeune, je l'ai évoqué, 20 millions d'années pour les roches les plus anciennes, 15-20 millions d'années. Donc, c'est un pays qui est encore en formation. Et l'un des éléments qui le forme et le taille et le sculpte, c'est l'eau, qui est également omniprésente. L'eau qui vient du fait qu'il y a quand même beaucoup de précipitations en Islande. On est arrosé par le Gulf Stream qui nous apporte beaucoup de dépression et donc beaucoup d'eau qui se forme sous la forme de neige en haut des montagnes, donc des glaciers qui sont présents et qui vont alimenter des rivières qui, par la suite, vont creuser leur lit dans les roches très jeunes de l'Islande. Donc, on a énormément de chutes d'eau en Islande et de canyons, qui est une caractéristique des pays géologiquement jeunes. Donc ici, j'ai mis quelques exemples des chutes d'eau les plus spectaculaires, de quelques canyons. C'est impossible de toutes les nommer, de toutes les présenter dans le cadre d'une présentation comme celle-là, mais c'est définitivement un élément qui sera présent dans les paysages, quelle que soit la période de l'année ou la région que vous visiterez en Islande. On a ces glaciers dont je parlais. Donc, l'avantage des glaciers, c'est qu'ils permettent notamment de faire des activités de neige, entre guillemets, toute l'année, hiver comme été, avec quelques exemples ici de gens qui font une randonnée glaciaire sur un glacier, d'autres qui font de la motoneige sur un glacier. Donc, possibilité de faire ces activités-là, même en été, en Islande. On a aussi des lagunes glaciaires, les glaciers reculent et le recul des glaciers va donner lieu à la formation de lagunes dans lesquelles on va retrouver des icebergs. C'est le cas notamment à un endroit qui s'appelle Jökulsárlón, au sud-est de l'Islande. Et ça donne un petit peu des ambiances groenlandaises par endroits dans notre pays. Et j'ai parlé aussi des volcans. Vous en avez quelques exemples ici, les photos du bas. Il y a une trentaine de volcans en Islande, volcans actifs, qui ont des formes très différentes les uns des autres. Et ici, vous avez quelques volcans, stratovolcans caractéristiques. Le Snæfellsjökull en bas à droite, à côté le volcan Hekla,
Ensuite, le Öræfajökull, qui est le point culminant de l'Islande, à 2110 mètres, si ma mémoire est bonne, et le volcan Katla en bas à droite, qui est l'un des plus grands volcans d'Islande, logé sous une calotte glaciaire, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, la présence de ces volcans fait en sorte qu'on a des éruptions en moyenne tous les 4 à 5 ans en Islande, éruptions dont vous n'entendrez le plus souvent jamais parler. Et la probabilité qu'il y ait une éruption à l'occasion d'un voyage en Islande est quand même relativement infime, même si, évidemment, des fois, ça peut toujours arriver qu'on ait une éruption dans le pays. On a des exemples relativement récents. Parmi les plus récents, il y a celui dont tout le monde se rappelle, le fameux volcan islandais en 2010 dont personne n'ose encore prononcer le nom et qui s'appelle le Eyjafjallajökull. Toute petite éruption à l'échelle des éruptions islandaises, mais une éruption qui s'est déroulée sous un glacier et a donné lieu à la formation d'énormément de cendres volcaniques. Et vous vous en rappelez, ces cendres volcaniques étaient présentes dans l'espace aérien, notamment au-dessus de l'Europe, et a immobilisé pendant des semaines les vols, ce qui a fait en sorte que beaucoup de voyageurs, peut-être faisiez-vous partie de ces voyageurs, ont été immobilisés du fait de cette éruption. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, si la même éruption se reproduisait, je ne pense pas qu'il fermerait l'espace aérien pendant aussi longtemps. À l'époque, l'aviation civile n'était pas très renseignée, pas très au fait des impacts qu'une éruption comme celle-là pouvait avoir. Et les autorités ont fait preuve de prudence en fermant l'espace aérien pendant plusieurs semaines. Je pense qu'aujourd'hui, il n'en serait pas nécessairement de même. Et puis, on a des éruptions plus petites, comme celle de Fagradalsfjall, qui a eu lieu l'hiver dernier, qui a commencé l'hiver dernier, il y a quasiment un an jour pour jour, et qui a duré un peu plus de 6 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle en Islande de façon très affective une éruption à touristes. Comme vous le voyez sur les images, les gens ne craignent pas de s'approcher des laves en fusion et de ces petits cratères effusifs. Donc des éruptions sans risque d'explosion ou de chute de cendres. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comme je vous disais, effectivement, des éruptions à touristes. Donc, des éruptions dont on parle, mais qui en soi sont plus un don du ciel qu'une malédiction. Donc, depuis l'an 2000, on a eu plusieurs éruptions. Et comme je vous disais, je suis à peu près sûr que vous n'avez pas entendu parler de la plupart d'entre elles, notamment le volcan Hekla en l'an 2000, Grímsvötn en 2004, Eyjafjallajökull en 2010, c'est sûrement celle dont tout le monde a entendu parler, Grímsvötn de nouveau en 2011, Ólurön en 2014-2015, et donc la dernière en date, Fagradalsfjall, dans une zone qui est sous surveillance et où il est très possible que de nouvelles éruptions se produisent dans les mois et années à venir. Donc en Islande, on n'a quand même pas que des volcans, on a aussi des campagnes avec quelques-uns de ces animaux qui sont familiers, que les Vikings ont introduits sur l'île avec eux quand l'île a été colonisée au Xe et XIe siècle. Donc on a des vaches, des chevaux, des moutons et même des chèvres. Une particularité sur ces espèces d'animaux, elles sont relativement petites parce que les Vikings sont arrivés sur des bateaux qui n'étaient pas bien grands eux-mêmes et sont donc privilégiés les espèces d'animaux qui étaient elles-mêmes petites pour venir coloniser l'île. Et puis, vous avez aussi évidemment une nature plus sauvage, d'animaux plus sauvages. Alors, il y a des baleines en Islande, tout autour des mers d'Islande, des baleines à bosse, des petits rorquals communs, des grands rorquals, des espèces que l'on connaît notamment au large des côtes canadiennes. On voit aussi des orques bien souvent en Islande et beaucoup de dauphins. Sinon, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. Comme l'île n'a jamais été rattachée à aucun continent, il y a finalement très peu d'espèces animales, mammifères, terrestres. La vaste majorité des espèces étant soit marines, soit des oiseaux qui sont arrivés par les airs en Islande. On a ici l'exemple du garrot arlequin, qui est une espèce de canard avec une robe très colorée. Et l'oiseau, on va dire, culte de l'Islande, le macaremoine, qui est cet oiseau noir et blanc avec le bec orangé, et c'est son air de clown un peu triste. Donc ça, ce ne sont évidemment que 2 espèces parmi bien d'autres en Islande. On a aussi donc des espèces marines comme le phoque. On a plusieurs espèces de phoques sur les côtes islandaises et il n'est pas rare de pouvoir les observer à l'occasion d'une balade le long des côtes. Et au milieu, en bas au milieu, il y a cette photo de rennes. Donc les rennes,
ne font pas partie de la faune d'origine d'Islande. Ils ont été introduits dans le pays au 19e siècle et ils viennent de Norvège. Ils ont été introduits à l'époque suite à une grande éruption qui avait eu lieu en Islande, l'éruption du Laki, et qui avait décimé le bétail islandais. Et donc l'île était menacée de famine du fait de la perte de ce bétail. Et c'est à cette occasion que les autorités ont autorisé l'introduction de rennes pour aider les populations locales. Aujourd'hui, il ne reste que quelques centaines ou milliers de spécimens qui vivent à l'état sauvage, principalement dans le quart sud-est de l'île. On peut observer encore une fois à l'occasion, même le long des routes, dans le quart sud-est de l'île. Donc, tour d'horizon des régions d'Islande. Donc, on va commencer par les régions côtières et puis on va faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence par le quart sud-ouest de l'île, donc Reykjavik étant la capitale de l'île, là où se situe non loin de l'aéroport international qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de Reykjavik. Donc Reykjavik, c'est généralement le point de passage obligé de tous les voyageurs qui viennent en Islande, que ce soit à l'occasion d'un autotour ou d'un voyage organisé. C'est un point de passage, on va dire, obligatoire. Donc Reykjavik, c'est une petite capitale qui compte un peu plus de 100 000 habitants, environ 200 000 si on compte la grande banlieue, mais sur des espaces très étendus. Donc, ce n'est pas vraiment une grande ville, on n'a pas l'impression d'être dans une grande capitale. Et non loin de la capitale, la nature est toujours très proche, avec des volcans, notamment, je vous ai parlé de Fagradalsfjall, le volcan qui a été en éruption l'hiver dernier. Il est situé à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik seulement. Donc, la nature n'est jamais bien loin de la ville. Une région également où il y a le Blue Lagoon, qui est l'un des points de passage, on va dire, pas obligatoire, mais de bien des voyageurs. Un lagon artificiel alimenté par les eaux géothermiques. Donc, la géothermie étant omniprésente en Islande du fait de la présence des volcans. Et donc, au Blue Lagoon, on a comme ça un bassin d'eau chaude naturelle qui est alimenté grâce à la géothermie. Et le Blue Lagoon étant situé à mi-chemin entre l'aéroport et Reykjavik, c'est un point de passage pour bien des voyageurs. Si on va un peu plus vers le nord, en direction de cette longue péninsule allongée qui est sur la côte ouest de l'Islande, c'est la péninsule de Snæfellsnes et la région voisine de Borgarfjörður. Donc tout de suite, voilà, on rentre dans le vif du sujet, dans une région de l'Islande très naturelle, où les plus gros villages font à peine plus de 1000 habitants, et encore quelques centaines tout au plus. Donc vraiment une région très belle, très sauvage, avec notamment le fameux volcan Snæfellsjökull, qui est le volcan de Jules Verne. Pour ceux qui ont lu Voyage au centre de la Terre, le roman de Jules Verne, c'est depuis le sommet de ce volcan que les aventuriers du roman rentrent à l'intérieur de la planète Terre. Une région donc très marine, avec des belles régions côtières très sauvages, parc national à l'extrémité ouest de la péninsule de Snæfellsnes, donc une zone préservée avec de belles falaises et de beaux paysages volcaniques. Si on va plus vers le nord et nord-ouest, on s'oriente ici vers des régions un peu plus isolées qui font rarement partie, je vous dirais, des tours traditionnels, des tours classiques. Généralement, on va intégrer la visite de ces régions pour les gens qui ont peut-être 2 semaines ou plus à passer en Islande, car c'est des régions qui demandent, pour y accéder, de faire pas mal de routes, mais c'est des régions qui méritent absolument le détour et qui sont absolument magnifiques, très sauvages, régions de fjords, région de géothermie également, on y trouve beaucoup de sources chaudes naturelles, des magnifiques chutes d'eau comme celle de Dynjandi qu'on voit en haut à gauche ici, qui est sans conteste l'une des plus spectaculaires du pays. Donc une zone que je recommande chaleureusement, qui fait partie à moi de mes coups de cœur sur l'île, même si toutes les régions sont magnifiques, mais qui demande d'avoir le temps de voyager pour explorer plus en profondeur l'Islande dans ses coins les plus retranchés, comme dans cette région.
La côte nord de l'Islande est souvent une zone de passage qui permet de relier la région de Reykjavik au quart nord-est de l'île, et notamment la région d'Akureyri. C'est une région qui mérite cependant de s'y attarder, même si les gens ne font bien souvent que passer. On y trouve de belles côtes, de belles montagnes, des fjords magnifiques. Et notamment aussi des musées. On voit ici le musée de Glenbyre, qui est une ancienne ferme au toit recouvert d'herbe, donc une ancienne ferme traditionnelle de la fin du 19e, début du 20e siècle et qui se visite aujourd'hui. En tout cas, une région riche en culture et en paysages, peut-être pas aussi spectaculaire que d'autres régions comme le sud que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui mérite tout à fait de s'y attarder quand on a le temps et pas seulement y passer en coup de vent. Donc, dans le quart nord-est, il y a deux zones qui sont principalement visitées pour raison. Une bonne raison, ce sont des zones très belles, très diversifiées en termes de paysages et très sauvages. On a la région de Mývatn, qui est un lac situé environ à une cinquantaine de kilomètres des côtes, à environ 200-300 mètres d'altitude. Donc une région où il y a beaucoup d'avifaune, beaucoup de canards, et notamment le garrot arlequin, qui est l'une des espèces qui vient se reproduire ici le long sur les eaux de ce lac. Et une zone également, puisqu'on se rapproche de la zone active du rift volcanique de l'Islande, où il y a beaucoup de volcans, de géothermie, de cratères, et donc une zone qui est aussi intéressante pour les géologues en herbe qui veulent en apprendre un peu plus sur l'histoire géologique de l'Islande et aussi de la planète. On apprend beaucoup de choses sur les volcans et sur leurs particularités. Non loin de là, il y a le parc national de Jökulsárgljúfur, encore un nom à dormir dehors, je suis désolé. C'est un parc national qui était autour d'un grand canyon, un canyon qui a été creusé par une très grosse rivière glaciaire. Et on y trouve notamment la chute de Dettifoss, qui est la chute la plus puissante d'Europe, mais pas seulement. Donc, on y trouve de belles randonnées à faire pour ceux qui aiment marcher. De même que la région de Mývatn, d'ailleurs. Si vous aimez les petites randonnées et tout ça, il y a beaucoup de possibilités dans ces régions-là. On y trouve de belles chutes d'eau et des beaux canyons. Donc, une région absolument magnifique et qui vaut vraiment le détour. Plus à l'est, donc, on a la région des fjords de l'Est. Donc, comme le nom l'indique, une région littorale avec des ambiances marines très belles, très sauvages. C'est dans cette région qu'on retrouve ces rennes dont je parlais tout à l'heure. Des belles montagnes et de belles chutes d'eau dans bien des endroits aussi. Une zone, encore une fois, qui est souvent une zone de passage, mais qui, elle aussi, mérite de s'y attarder pour ceux qui ont en tout cas le temps de s'attarder plus d'une semaine dans l'île et de ne faire plus que de passer au travers de ces régions-là. Il y a des possibilités de belles randos, de belles balades, de belles découvertes dans ces régions-là. Ensuite, il y a la côte sud. Donc, la côte sud, c'est vraiment l'un des gros incontournables de l'Islande. Rares sont les gens qui viennent en Islande sans visiter la côte sud. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas seulement parce que c'est une région relativement facile d'accès, hiver comme été. C'est aussi une région qui est extrêmement diversifiée en termes de paysages. On y trouve des belles côtes avec des belles falaises par endroits, de nombreuses chutes d'eau, toutes plus belles les unes que les autres, mais aussi ces fameux glaciers et ces lagunes glaciaires dont je parlais tout à l'heure, qui donnent du coup des paysages absolument magnifiques. Des parcs nationaux également, comme à Skaftafell, où il y a plein de randonnées qu'il est possible de faire. Pour les gens qui aiment marcher, c'est une zone dans laquelle il vaut la peine de s'arrêter. Et je termine par la région du Cercle d'Or, qui est ce petit cercle en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte en haut à droite de la diapositive. Donc, il y a un grand cercle et un petit cercle. Donc, le petit cercle, c'est la région du Cercle d'Or, donc dans le quart sud-ouest de l'île, pas loin de la capitale Reykjavik, et donc qui fait partie des incontournables des visites pour les gens qui viennent en Islande. Encore une fois, non sans raison, puisque c'est une région où il y a des sites de toute beauté, notamment la chute de Gullfoss, qui est sûrement la plus célèbre d'Islande. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fameux geyser, Geysir, qui a donné son nom au phénomène, donc une zone d'activité géothermique dans laquelle un geyser est actif et entre en éruption tous les 5 à 8 minutes, jusqu'à une hauteur de 20-25 mètres,
comme on peut le voir sur la photo ici. Je ne sais pas si vous discernez bien les gens qui sont au pied du geyser. Ça donne un peu une idée des dimensions. C'est une zone également où il y a le parc national de Thingvellir, qui est une très belle zone où on observe très bien justement ces zones d'écartement des plaques tectoniques que j'évoquais en début de la présentation, avec de nombreuses failles que l'on perçoit et que l'on voit très bien dans les paysages et qui marquent donc de façon assez concrète la frontière entre l'Amérique d'un côté et l'Europe de l'autre, d'un point de vue géologique en tout cas. Et enfin, je termine par la région des Hautes-Terres, qui est ce grand cercle que vous voyez au milieu. Comme je l'évoquais en début de présentation, c'est une zone qui est très marquée par les volcans, des zones désertiques où il y a très peu de végétation, des zones d'altitude où les hivers sont très rudes, et donc des zones complètement inhabitées et qui sont accessibles exclusivement pendant les mois de l'été, de la fin mi-juin, fin juin, jusqu'à début septembre environ. Et c'est une zone qui est accessible exclusivement en véhicule 4x4 si vous vous rendez sur la zone, le long de pistes de montagne plus ou moins praticables, on va dire. Donc, c'est des zones qui sont absolument magnifiques, mais qui ne peuvent être que visitées qu'en été, avec un véhicule 4x4, comme je le disais, et qui nécessitent d'avoir du temps aussi pour bien en profiter, puisque pour parcourir des distances parfois pas très longues, ça prend quand même du temps, étant donné, vu l'état des pistes dans ces zones-là. Une zone avec beaucoup de volcans et des paysages absolument magnifiques de toute beauté. Mais encore une fois, à privilégier en haute saison, pendant l'été principalement. Quelques idées, quelques suggestions d'expériences que vous pouvez avoir à l'occasion d'un voyage en Islande. J'ai parlé un petit peu de la géothermie, elle est omniprésente dans le pays, du fait de la proximité des volcans et du magma en fusion à quelques kilomètres sous nos pieds. Ça se traduit en surface par la remontée d'eau chaude qui est canalisée par les hommes pour construire des sources d'eau chaude alimentées par l'eau chaude naturelle. Donc, beaucoup de spas. Le Blue Lagoon, on en a parlé, qui est le plus connu, mais d'autres spas existent aujourd'hui et ouvrent quasiment tous les ans. Il y a un nouveau spa qui s'ouvre. J'en ai montré quelques-uns ici sur ces images. Donc, possibilité, quelle que soit la région que vous visitez, de profiter des bienfaits de la géothermie en Islande. Sous la surface, possibilité de visiter des grottes de lave, donc d'anciens tunnels de lave, aujourd'hui accessibles, qui permettent de voir des roches très colorées, des roches volcaniques très colorées, très surprenantes. Il y a notamment Inside the Volcano, qui a juste une trentaine de minutes de Reykjavik, où il est possible de descendre à bord d'une nacelle au fond d'un ancien cratère, un ancien cratère qui est aux dimensions absolument incroyable et immense. Donc c'est ce genre d'expérience qu'on peut vivre en Islande, qui est vraiment hors du commun. Possibilité également d'aller à l'intérieur des glaciers. Il y a la possibilité notamment de visiter un tunnel de glace artificiel, Into the Glacier, sur le glacier Langjökull. Et pour les gens qui voyagent en hiver, il est également possible de visiter des grottes de glace naturelles qui n'ont pas été creusées par l'homme, mais qui sont bel et bien naturelles. C'est cependant possible exclusivement en hiver, à une période où les glaciers sont beaucoup plus stables, alors qu'en été, évidemment, la glace est beaucoup moins stable du fait de l'augmentation des températures. Et donc, il n'est pas recommandé de visiter ces grottes naturelles de glace en été. Autre activité classique, on va dire en Islande, ce sont les croisières pour aller voir les baleines notamment. Donc ça, c'est possible à peu près partout dans le pays, que ce soit à Reykjavik, la capitale, ou à Akureyri ou Savik dans le nord, parmi les endroits où il est possible d'en voir. Ce n'est pas les seuls endroits. Possibilité aussi d'autres glacières, notamment à Jökulsárlón, cet endroit dont je vous ai parlé où il y avait des icebergs, cette espèce de Groenland miniature. Donc, possibilité de visiter cette lagune à bord d'un bateau ou d'un Zodiac et de voir les icebergs d'un peu plus près. Donc une expérience assez unique en son genre. J'ai parlé des glaciers où il est possible de faire des activités toute l'année, pas seulement en hiver, mais aussi en été. On a ici quelques exemples d'activités comme la rando glaciaire, la motoneige, possibilité également de faire de l'escalade de glace sur ces glaciers. Et donc, ces activités sont possibles l'hiver comme été. J'allais expliquer donc le genre d'idées qu'il faut avoir en tête quand vous pensez à voyager en Islande. Quel genre de séjour vous voulez réaliser? On peut parler d'un séjour basé à Reykjavik avec des excursions à la journée ou des autotours, découverte de l'île à bord d'un véhicule de location, ce qui est possible toute l'année, et des circuits accompagnés
que ce soit pour des groupes privatifs ou des groupes constitués ou bien dans le cadre de groupes guidés en français. Il faut avoir la saisonnalité en tête, hiver versus été. On ne fera pas les mêmes choses en hiver qu'en été. Si vous voulez voir des aurores boréales, il faudra venir en hiver. Si vous voulez voir le soleil de minuit, il faudra venir en été. Donc, il y a ce genre de l'accessibilité des hautes terres, j'en ai parlé, possible seulement en été. Et pas en hiver. Et puis là, c'est la question des tarifs également est bien souvent un élément qu'il faudra avoir en tête. Les tarifs de mi-saison ou basse saison étant généralement bien inférieurs à ceux de haute saison. Donc, selon les gens et leur budget, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. En termes de durée, on a parlé de la possibilité de séjours courts et longs. Si vous voulez faire le tour de l'île, je vous conseille de prévoir au moins une semaine. Et plus de temps vous avez, le mieux c'est, parce que vous pourrez évidemment en profiter d'autant plus et voyager à un rythme moins soutenu. Si vous avez quelques jours, possibilité simplement de faire un stopover. Par exemple, bien des gens font un arrêt de quelques jours, quelques nuits en Islande, à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Si vous allez en Europe, toujours possible, avec Icelandair ou des compagnies comme Icelandair, de s'arrêter, ou Air Canada, de s'arrêter en Islande et de passer quelques nuits entre les deux continents. Pour les hébergements, tout est possible. Évidemment, plus vous allez vers la qualité et le luxe, plus les budgets sont importants. Mais en Islande, on a une offre quand même relativement large d'hébergement, ce qui permet d'en avoir pour tous les goûts et tous les portefeuilles, tous les budgets. Et enfin, des voyages qui sont, on va dire, prêts à porter versus sur mesure. Donc, possibilité de réaliser des séjours classiques dans lesquels vous aurez l'occasion de découvrir les incontournables de l'île sans vraiment rien manquer des incontournables. Et possibilité pour ceux qui ont des attentes très spécifiques, toujours, de faire des demandes pour des séjours sur mesure pour des groupes constitués d'amis ou de collègues de travail. C'est des choses évidemment qu'on peut faire également ici dans notre agence. Voilà, je termine sur cette image. En fait, c'est que c'était tellement captivant. Honnêtement, personnellement, moi, j'ai beaucoup plus découvert l'Islande. Il y avait des choses super intéressantes. J'ai beaucoup aimé la diapositive aussi avec les chiffres qui met en perspective vraiment les superficies. Donc, pour terminer, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que toute cette belle programmation-là, elle est disponible aussi sur notre site exotictour.com. Donc, vous allez retrouver la brochure électronique où nous présentons l'Islande, mais je vous invite fortement aussi à consulter, à naviguer sur notre site parce que définitivement, le site complémente la brochure. Vous allez y retrouver beaucoup plus d'informations qui est détaillée. Donc, ça, c'est une chose. À nous suivre aussi sur nos canaux de médias sociaux parce qu'on publie différentes offres et promotions. À vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Et sur les médias sociaux, bien, c'est en recherchant exotictour.com sur Facebook et Instagram, que vous allez nous retrouver. Pour Mathieu, merci beaucoup. Je sais que c'est ce qu'on voulait dire. Sur ceci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.